De plus en plus de cadres franchissent régulièrement les frontières de leur pays d'origine. La mobilité géographique n'étouffe pas l'existence des cultures d'origine et le bricolage des identités. Philippe Pierre, consultant et sociologue, fort de son expérience de terrain comme DRH, propose ici 5 manières d'appréhender le fait d'être un cadre mobile, 5 stratégies identitaires quand on cherche à réussir à l'étranger d'un point de vue professionnel. Comment mieux comprendre l'expérience au travail des personnes mobiles? Comment mieux comprendre la construction de leurs identités au fur et à mesure de leur voyage, au fur et à mesure de leur mission? De toute évidence, il n'y a pas une internationale des cadres, partout homogène en ses pratiques, en ses représentations, mais des cadres internationaux qui veulent, au fur et à mesure de leurs expériences, cacher, manipuler, revendiquer une part de leurs origines et de leurs affiliations. Comprendre la mobilité internationale, c'est ne pas mettre de côté la question des identités et la question de la reconnaissance au travail. Certaines personnes mobiles vont vouloir conserver coûte que coûte à l'étranger leur culture d'origine. On pourrait les appeler des conservateurs. Bien souvent, ce sont des personnes qui vont vivre une seule mobilité internationale. Ils vont faire le choix de la vivre en famille. Et accompagnés de leurs enfants, la plupart du temps, ils vont faire peser sur leur environnement familial une contrainte assez forte. Surtout, restons tels que nous sommes dans le pays d'origine. Ces conservateurs vivront leur mobilité internationale comme une forme de récompense. Une récompense à court terme, mais surtout une récompense à moyen terme. L'important pour eux, c'est le retour dans le pays d'origine. C'est l'accession à des positions plus fortes dans leur pays d'origine. Les conservateurs ne feront pas forcément l'effort d'apprendre la langue du pays d'accueil. Ils vont donner le change, à minima, parfois en ne relevant pas le fait qu'on fustige leur peu d'implication au travail. De toute façon, l'important pour eux, c'est le retour, c'est le pays d'origine. Les conservateurs illustrent une vérité assez simple. On ne s'insère dans un milieu d'accueil qu'à condition de saisir le sens d'une histoire signifiante, en quelque sorte la chaleur d'une communauté que l'on rejoint. Les conservateurs, dès le départ, ont choisi de vivre l'expatriation en autarcie culturelle, repliés sur ce qui leur semble le plus important. Ce n'est pas avec les conservateurs que l'on peut vivre, de toute évidence, les temps d'un management interculturel. Les transnationaux peuvent être considérés comme des héritiers de la mobilité internationale. Ils ont connu très tôt, très jeunes, l'expérience du dépaysement ou ce que certains appellent, de manière certainement hâtive, l'expérience du choc culturel à l'étranger. Ces transnationaux sont des héritiers. Pourquoi ? Parce que leurs parents, leurs grands-parents, ont souvent été eux-mêmes des expatriés. Ils ont donc, dès leur plus jeune âge, eu l'habitude d'évoluer dans différentes langues, cultivant la prise de rôle, cultivant l'expression en public avec différentes langues. Ils sont donc habitués à peser les rapports de force, à prendre des identités de façade en différentes langues étrangères. Dans le cadre de l'entreprise, les transnationaux souhaitent fonder leur choix en raison. Ils sont convaincus qu'à l'échelle de la planète, les uns et les autres peuvent s'entendre autour de critères partagés, du beau, du vrai, du juste, et que par exemple dans les méthodes de recrutement, il est inutile de s'attacher à avoir des expériences locales. Hâtons-nous d'avoir un bon système de recrutement qui soit couronné à l'échelle planétaire. De même, dans l'évaluation de la performance et du potentiel des équipes, les transnationaux vont avoir tendance à militer pour un seul système à l'échelle de la planète. Les transnationaux vont certainement, au fil des années, accéder aux positions les plus dominantes. Ayant parfaitement conscience des pays, des services, des entités qui leur donnent comme un accélérateur de carrière, ils vont scander, rythmer leur expérience professionnelle au rythme des mobilités. Ils ne vont pas hésiter à vivre des mobilités croisées avec leurs conjoints. Le plus souvent d'ailleurs, leurs conjoints travaillent aussi. Et pour eux, la mobilité internationale va être synonyme de gestion de la sphère familiale. Très tôt, très jeunes, les transnationaux vont faire l'acquisition d'un certain nombre de dispositions et de compétences acquises. Ils vont d'ailleurs pouvoir réutiliser ces compétences dans le domaine de l'organisation et celui de l'entreprise. Les transnationaux peuvent être considérés comme des acteurs stratèges. Ils ont un sens aigu du pouvoir, voire même du pouvoir en différents contextes. On pourrait les qualifier de multipositionnels. Ils vont savoir exister en différents pays et se faire représenter le cas échéant
pour continuer d'être au contact des services dont ils ont la charge. Avec les transnationaux, on assiste à une sorte d'effacement des identifications nationales. Eux-mêmes se reconnaissent, se revendiquent comme des citoyens du monde. Ils vont en appeler un imaginaire cosmopolite. Ils vont être absolument persuadés qu'avec l'accélération des vitesses de transport, avec l'usage des nouvelles technologies, ils vivent quelque chose d'unique. Les transnationaux illustrent une réalité. De même que c'est un milieu où la diversité linguistique va de soi qui rend effectivement bilingue, les transnationaux ont la capacité de recycler, de faire vivre des dispositions anciennes acquises dès le plus jeune âge dans l'espace de l'entreprise. Ceux que nous appelons les convertis sont des personnes mobiles qui vont faire le choix de s'enraciner dans un groupe d'appartenance, dans un pays qu'ils rejoignent pour longtemps. Ces convertis vont être dans une sorte d'effort de réécriture personnelle. Ils vont séparer ce qui est de leurs origines, de leur passé, qu'ils vont tenter d'effacer, et puis de donner les signes d'une appartenance à un nouveau groupe, un groupe choisi. Ainsi, dans une entreprise dont le déploiement est planétaire mais l'origine serait française, les convertis, originaires d'Italie, d'Espagne, d'un certain nombre de pays, vont vouloir ressembler aux Français et en donner les signes, dans le vêtement, dans la tentative de manipulation d'un accent, tenter aussi de donner volontairement à ses enfants, quand ils naissent, des prénoms qui vont être reconnus comme typiquement ceux du groupe dominant dans l'organisation. Dans un certain nombre d'objets également qui vont peupler leur bureau, on peut penser à une map monde où ils vont s'ingénier à inscrire un certain nombre de drapeaux où ils ont voyagé, et puis de manière ostensible, ils vont prendre la parole autour d'un drapeau, autour d'une statue, d'une sculpture qui en appelle au pays qu'ils ont décidé de rejoindre. Effort de réécriture pour les convertis, car ils vont d'une certaine manière non pas avoir honte de leurs origines, mais tenter de montrer qu'ils sont parfaitement à l'aise dans le pays et dans l'ensemble culturel qu'ils ont rejoint. Certains anthropologues parlent de stratégie de passing over, et on peut donner l'exemple du blanchiment de la peau, qui va illustrer ce passage choisi d'un groupe d'origine à un groupe d'appartenance. Ceux que nous allons appeler les convertis sont des marins qui ont beaucoup voyagé, qui ont connu un grand nombre de mobilités internationales. Et ils ont décidé de s'arrimer au port. Ils ont trouvé leur port d'attache. Les convertis illustrent de manière originale l'effort de réécriture personnelle qu'un individu, qu'une famille, qu'une lignée familiale peut connaître en entreprise et en organisation. Ces convertis illustrent un phénomène de mimétisme culturel, un phénomène de fascination pour un certain nombre de qualités que l'on reconnaît au sein d'un groupe d'appartenance et que l'on va tenter d'acquérir. Mimétisme, fascination culturelle, le choix des convertis peut aller jusqu'à la naturalisation, le changement de citoyenneté. Il peut aller aussi jusqu'à la coupure avec l'ensemble des réseaux qui ont été construits depuis des années. Un certain nombre de cadres mobiles nous sont apparus comme des opportunistes, tentant, en fonction des contextes, des interlocuteurs, d'épouser, d'endosser un certain nombre d'identités de façade. Les opportunistes sont en général de jeunes cadres, prêts à vivre une mobilité fréquente, moins diplômés que les transnationaux, n'accédant pas aux positions dominantes dans l'organisation. Ceux qui fondent leurs compétences sont à la fois des compétences techniques, ils sont toujours prêts à prendre un nouveau départ vers un nouveau pays, mais également une sorte de capacité à être synchrone, à être là où on les attend et à renvoyer là où ils sont les codes culturels adéquats. Certains cadres internationaux vont être critiqués parce qu'ils s'offriraient en quelque sorte le luxe de l'ethnicité. Prenons deux exemples. Cette femme qui, une journée par an, arbore ostensiblement un petit badge aux couleurs de son pays et qui, ce jour-là précisément, va s'affirmer d'une origine nationale particulière. Et puis ces Irlandais qui vont fêter dans les rues de New York, originaires d'Irlande, dans les rues de New York, la Saint-Patrick. Là encore, le rapport aux origines ne sera pas tu, il sera simplement peut-être mis en scène. De même qu'il est impossible de poser sa culture au porte-manteau de retour à la maison, les opportunistes dans l'entreprise, mais également dans un certain nombre de sphères, on peut penser à la sphère familiale, amicale, la sphère religieuse, la sphère associative, vont donc tenter d'endosser des rôles, de prendre plusieurs identités de façade. Pour eux, dans ce principe de coupure,
jamais totalement conscient, jamais totalement rationnel, se pose la délicate question de l'unité d'une trajectoire et du sens donné aux choses. Pour les défensifs, la mobilité internationale a aiguisé le sens d'une revendication culturelle. Au fil de leurs expatriations, au fil de leurs mouvements, ils se sont découverts étrangers à l'étranger. Mais à la différence des conservateurs qui vont tenter d'être le plus discret possible, attendant patiemment le retour, les défensifs vont avoir à cœur de défendre leur identité culturelle en montrant combien il est important de tirer parti des ressources locales et qu'en aucune façon, un seul modèle d'organisation peut être un modèle souhaitable. En fin de carrière, assez paradoxalement, certains défensifs vont fustiger la firme multinationale et le monde des entreprises. Ils vont s'inscrire en politique. Ils vont rejoindre un certain nombre d'associations qui vont prendre la défense d'intérêts locaux. On va donc les voir sous un autre jour. Mais, point commun, les compétences qu'ils ont pu développer dans l'entreprise, la prise de parole en public, les capacités d'argumentation, capacités de raisonnement, vont être donc utilisées à d'autres fins. Un peu comme une boucle que l'on ferait sur sa propre existence professionnelle et qui donnerait sens à une existence tout entière. La mise en évidence de ces 5 stratégies identitaires conteste en tout point l'idée d'une seule et même trajectoire pour les cadres internationaux. Il n'existe pas une internationale des cadres, mais nous pourrions dire des cadres internationaux qui, en fonction des contextes, de leurs interlocuteurs, vont trouver ou pas des compétences pour s'intégrer à l'étranger. L'analyse des stratégies identitaires nous amène à contester fort vigoureusement l'idée de choc culturel. Au travail, ce sont des personnes qui se font face et non des cultures qui s'entrechoquent. De la même façon qu'il n'est pas de choc des civilisations, dans l'espace des cadres mobiles, il n'est de choc des cultures. On doit, par contre, prendre en compte de manière fine le sens que chacun donne à sa trajectoire personnelle, familiale, le sens que chacun accorde au fait d'être reconnu et valorisé dans des équipes diversifiées.